Merci beaucoup, Annie. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur d'être ici et de vous présenter mes travaux. C'est un endroit vraiment qui me touche profondément et vous me rendez vraiment très fière de pouvoir parler devant vous. Je vais vous parler de mes travaux sur la Terre et sur Mars, et notamment donc l'étude des nutations. Je vous rassure tout de suite, je vais définir ce que c'est que les nutations de la Terre avec application à la planète Mars. Oups, j'ai pas la main. Je suis bloquée. Ok. Ici. En fait, il faut cliquer sur Ok. Parfait. Donc, la Terre tourne en 24 heures, comme vous le savez, et jusqu'à il y a à peu près 50 ans, on a utilisé la Terre comme garde-temps. Mais comme cette diapositive, cette animation 3D vous l'explique, la Terre ne tourne pas rond. Elle ne tourne pas en 24 heures, elle tourne en 24 heures et des poussières. Elle a tourné beaucoup plus rapidement dans son passé, et en plus, elle change son orientation dans l'espace. Elle change son orientation dans l'espace, donc il existe des variations de l'axe de rotation de la Terre dans l'espace. De plus, il existe des variations de cet axe de rotation par rapport à la Terre elle-même, quelque chose qu'on appelle le mouvement du pôle. Évidemment, dans l'absolu, quand on regarde ce qui se passe vu de l'espace, c'est l'ensemble de tous ces mouvements qui est combiné. Donc il faut se donner des systèmes de référence liés à la planète elle-même et des systèmes de référence liés à l'espace afin d'observer la rotation de la Terre. Alors le phénomène dont je vais vous parler, je ne vais pas vous parler des variations de la rotation de la Terre sur elle-même en tant que de la longueur du jour, mais plutôt des variations qu'on appelle précession et nutation. La force gravitationnelle du Soleil et de la Lune exerce sur la Terre les forces qui sont en vert ici. La résultante de ces forces est en jaune et tend à faire basculer l'équateur vers l'écliptique. Dès lors, la Terre Non. La Terre réagit à la manière d'une toupie. Je pense qu'il faut qu'on réinitialise, en fait, parce que je pense qu'on va enlever tout et réinitialiser. Escape. Je vais carrément l'éteindre. Donc la Terre réagit à la manière d'une toupie et il existe elle donc va faire un mouvement dans l'espace à la manière d'une toupie, et l'axe de rotation va faire un grand mouvement dans l'espace autour de la perpendiculaire à l'écliptique. C'est un mouvement qu'on appelle précession. Alors, les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil ne sont pas constantes, puisqu'il existe des différences de distance entre la Terre et le Soleil, la Lune et la Terre, par exemple. Donc, en plus d'avoir des variations, une variation liée à la précession, il existe de petits mouvements périodiques additionnels, et c'est ces mouvements qu'on appelle nutation. C'est juste un peu. Voilà. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux faire sans image, mais c'est pas la même chose. Oh oui. La toupie, c'est pas très grave, mais après, pour expliquer. Non, ça se peut. Ça marchait quand même.
Escape maintenant. Non. Ça bloque, hein. Je sais pas, mais c'est bloqué. Non. Ah, déjà comme ça va, si on peut le remettre. Non, j'ai plus la main. Ouais, mais on n'est plus sur. En fait, il faudrait mettre en copie d'écran. Ah, voilà. Donc, cette diapositive vous montrait les variations de l'axe de rotation dans l'espace, qu'on appelle précession. En plus de cette précession, il existe des variations périodiques qu'on appelle les nutations. Ces nutations provoquent des variations en obliquité, l'angle entre l'équateur et l'écliptique, et aussi en longitude. Ces deux mouvements se combinent dans l'espace pour donner un ensemble de cycloïdes périodiques, dont les périodes sont évidemment les périodes orbitales de la Lune autour de la Terre ou de la Terre autour du Soleil. Donc, on a par exemple l'annuel, semi-annuel, terre-annuel, et aussi la nutation de Bradley 18 ans 6, qui est la période du nœud de la Lune. On observe ces nutations au départ d'énormes antennes, les antennes VLBI, Very Long Baseline Interferometry, qui sont capables d'observer des objets extrêmement éloignés dans le ciel, qu'on appelle les quasars. Ces objets sont tellement éloignés qu'ils n'ont quasi pas de mouvement propre. Donc ce sont comme des balises dans le ciel, et donc ils constituent le système de référence céleste. On observe l'orientation de la Terre par rapport à ce système. Alors voilà ce qui se passe, les quasars émettent des ondes radio vers la Terre, les énormes antennes à la surface de la Terre reçoivent ces signaux radio et effectuent une sorte de corrélation avec même un appareil qu'on appelle le corrélateur, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer la différence de temps d'arrivée entre les ondes à une station par rapport à l'autre. Ces différences de temps d'arrivée nous permettent à la longue de reconstituer l'orientation de la Terre dans l'espace, de mesurer des distances, puisqu'une différence de temps pour un signal radio, c'est une distance. On mesure une distance, et au départ de cette distance, au départ d'un réseau de stations sur la Terre et d'un ensemble de quasars dans l'espace, on arrive à obtenir l'orientation de la Terre dans l'espace à mieux que le centimètre à l'heure actuelle. Voilà l'ensemble des stations qui existent à la surface de la Terre, donc ces énormes antennes qui sont entre 25 mètres de diamètre jusqu'à 100 mètres de diamètre. Hein. Donc c'est vraiment de grosses antennes comme celle-ci. Et les résidus par rapport au modèle sont de l'ordre de quelques centimètres. Ici, je vous ai mis un résidu par rapport au modèle de l'ordre de 10 cm, où l'on voit quand même encore des petites variations qui ne sont pas expliquées par le modèle de nutation, mais que l'on comprend à l'heure actuelle. C'est lié à une excitation libre, un mode libre de la Terre qu'on appelle la nutation libre du noyau. Et ce mode libre, on l'observe à l'heure actuelle. On n'arrive pas à le prédire, parce que pour le prédire, il faudrait connaître l'énergie dans l'atmosphère qui vient exciter ce mode, mais au moins on peut le suivre. On peut le suivre et le comprendre. Alors une fois qu'on a un modèle de l'orientation de la Terre dans l'espace, on peut donc le comparer aux observations. Et au fur et à mesure que le temps passe, on regarde la position de l'axe instantané de rotation dans l'espace, on le compare au modèle obtenu au départ de structures de l'intérieur de la Terre, d'effets que l'on va voir en détail dans quelques diapositives. Et cela nous donne une représentation de ce style-ci. Donc voilà ce qu'on observe à l'heure actuelle. Le modèle va ressembler aux observations, on revient sur les résidus et on essaye d'interpréter ce qui reste en termes de physique de l'intérieur de la Terre.
Donc c'est vraiment ça, c'est une comparaison entre l'observation et les modèles qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur profond de la Terre, et en particulier dans le noyau de la Terre. Vous avez déjà tous fait cette expérience, vous prenez un œuf cuit, un œuf non cuit, ils tournent de manière différente. C'est exactement la même chose pour la Terre. En observant les variations de son orientation dans l'espace, on va avoir de l'information sur la Terre profonde, et en particulier sur ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Pour calculer les nutations, on doit partir d'un modèle de rhéologie de la Terre. Donc elle est constituée d'une graine solide, d'un noyau liquide constitué de fer, d'un manteau déformable. Ce genre de données nous est donné par les séismologues. Donc on utilise la rhéologie, ce qu'on connaît de la rhéologie de la Terre, on calcule la déformation de la Terre en réponse à l'attraction de la Lune et du Soleil, et on rajoute des corrections liées à l'atmosphère et aux océans, et enfin on compare aux observations. Et donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les observations, il faut revenir à toute cette série de calculs, et en particulier, c'est l'intérieur profond qui nous intéresse. La physique de l'intérieur profond, on a une Terre avec une graine solide, un noyau liquide constitué de fer, un manteau déformable, inélastique. En plus d'avoir les 3 couches à l'intérieur de la Terre, on y arrive, la Terre possède des modes de vibration propres. Exactement comme quand vous pincez une corde de guitare, elle va se mettre à résonner étant donné sa forme et sa structure. C'est la même chose pour la Terre. Elle résonne à certaines fréquences étant donné sa forme et sa structure. La présence d'un noyau liquide à l'intérieur de la Terre engendre une résonance propre qu'on appelle la nutation libre du noyau. Et c'est cette résonance qu'on voit dans la réponse de la Terre aux sollicitations gravitationnelles du Soleil et de la Lune, et dans une moindre mesure des autres planètes d'ailleurs. On comprend de mieux en mieux. À l'heure actuelle, on a des précisions qui sont meilleures que le centimètre pour les observations. Et donc, il nous reste à essayer vraiment d'interpréter les constantes de couplage que l'on observe, que l'on déduit des observations en termes de physique de l'intérieur de la Terre. Il y a 4 sortes de couplage au niveau des interfaces à l'intérieur de la Terre. Des couplages liés à une topographie, la topographie des interfaces, exactement comme en surface on a des bosses et des fosses, à l'interface entre le noyau et le manteau, il y a des bosses et des fosses qui sont de l'ordre de quelques kilomètres. Les flux dans le noyau, qui est liquide, constitué de fer, les flux dans le noyau exercent une pression sur cette topographie. C'est un couplage topographique. On arrive à transmettre l'énergie du noyau au manteau et à la Terre solide, et donc à faire changer son orientation dans l'espace. Il y a également des couples liés, des couples gravitationnels liés aux masses en jeu dans le manteau, dans le noyau, des couples visqueux liés à la viscosité dans le noyau et aux interfaces, et un couplage qui est extrêmement important, c'est le couplage électromagnétique lié à la présence d'un champ magnétique à l'intérieur de la Terre. Ce couplage met en jeu les forces de Lorentz au niveau de l'interface entre le noyau et le manteau. À l'heure actuelle, le modèle adopté considère le couplage gravitationnel et le couplage électromagnétique, néglige, mais on peut le faire, le couplage visqueux, mais le champ magnétique nécessaire pour expliquer les données est beaucoup trop important par rapport au champ observé. Donc il faut l'interpréter de manière différente. Et donc on se pose énormément de questions sur ce qui se passe à l'intérieur du noyau. En particulier, ce qui peut rentrer en jeu, c'est évidemment le couplage topographique qui est ignoré jusqu'à l'heure actuelle. Et il faut mieux comprendre évidemment le couplage électromagnétique. De plus, les flux à l'intérieur du noyau, la dynamique des fluides à l'intérieur du noyau joue un rôle prépondérant dans tout ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Un exemple, c'est un modèle jouet. Ici, on vous montre à gauche
un fluide qui n'est pas en rotation et une petite perturbation au niveau d'une interface. Cette perturbation perturbe les flux à l'intérieur du fluide et cette perturbation reste confinée, proche de l'interface. Par contre, si le fluide est en rotation, la perturbation qu'on induit au niveau de l'interface se propage à l'intérieur du fluide et il existe énormément de variations à l'intérieur du flux et même des variations qui engendrent des variations du flux global. Et donc, transfert d'énergie au niveau du manteau. Exactement comme on l'a présenté sur cette diapositive, on peut avoir même de la dissipation des flux qui entrent, des flux qui sont en cisaillement les uns par rapport aux autres, qui induisent de la dissipation et qui changent le comportement du noyau à l'intérieur de la Terre. Et c'est ce sur quoi nous travaillons à l'heure actuelle, et donc on va avoir certainement des résultats d'ici quelques années. Avant de terminer, je voudrais bien vous montrer les applications que l'on peut faire à la planète Mars. Mars est une planète beaucoup plus petite que la Terre, mais elle tourne également en 24 heures, 37 minutes. Donc, c'est une rotation rapide. Donc, Mars est aussi une planète aplatie. Et donc, les effets gravitationnels du Soleil sur Mars, comme on l'a vu pour la Terre, peuvent engendrer un mouvement de précession, un couple de forces qui tend à faire basculer l'équateur vers l'écliptique. Et donc, on a le phénomène de précession et de nutation pour la planète Mars. Alors, on ne connaît pas grand-chose de l'intérieur de Mars. On sait que Mars est une planète tellurique, donc elle ressemble à la Terre. Il y a un manteau, un noyau constitué de fer. Ce noyau est-il liquide ou solide ? L'observation par satellite des effets de marée sur les satellites en orbite autour de Mars tend à montrer que le noyau serait liquide, mais pour l'instant, on n'a pas déposé de sismomètre à la surface de Mars, on ne connaît rien sur l'intérieur profond. Donc on a proposé une expérience qui met en jeu des liens radios entre des satellites en orbite autour de Mars, entre les satellites et des atterrisseurs, et entre des atterrisseurs et la Terre en rotation. Et on va travailler sur ces liens radios et mesurer les effets Doppler sur les liens radios afin d'obtenir les variations de la rotation de Mars dans l'espace. Je devrais dire de Mars par rapport à la Terre, mais la Terre, on la connaît quand même relativement bien dans l'espace. Je vous l'ai montré au centimètre près. Alors, vous vous souvenez de cette expérience, l'œuf cuit et l'œuf non cuit. Eh bien, pour Mars, ce sera exactement la même chose. On va regarder la manière dont la planète tourne et son orientation dans l'espace. Et là, je vous présente à gauche une planète cuite, à droite une planète crue. Et vous voyez l'effet de la nutation libre du noyau qui amplifie le phénomène de nutation. Quand la planète a un noyau solide, la nutation est relativement faible. Quand la planète a un noyau liquide, la nutation est relativement importante. Et dès lors, en observant les variations de l'orientation de la planète dans l'espace, on va pouvoir avoir de l'information sur l'intérieur profond de la planète. Et on ne connaît pas grand-chose sur l'intérieur profond de Mars. On a observé un champ magnétique rémanent, donc on sait que Mars a eu un champ magnétique au tout début de son existence, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Et ce champ magnétique s'est éteint il y a 4 milliards d'années. Et donc, il y a 4 milliards d'années, on savait que le noyau était liquide, puisque c'est le fer liquide qui a engendré le champ magnétique de cette époque. Mais à l'heure actuelle, on n'observe plus de champ magnétique, ce qui ne veut pas dire que le noyau est solide, ce qui veut dire qu'on n'a pas de mouvement suffisamment important pour créer un champ magnétique. Et on ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, dans quelle situation on se trouve. Vraisemblablement, on serait avec une planète qui a un noyau liquide constitué de fer avec un petit élément léger et que la graine ne se serait pas encore formée. Et donc, dans le futur, on aura réponse à ces questions. Est-ce qu'il existe une graine à l'intérieur du noyau ? Est-ce que le noyau est solide et liquide ?
Plusieurs missions s'interrogent sur la compréhension de l'intérieur profond, qui joue un rôle dans l'habitabilité de cette planète. La première mission que je voudrais mentionner, c'est ExoMars, qui a eu un élément en 2016, mais ce n'est pas cet élément-là qui m'intéresse pour l'intérieur profond. On y reviendra plus tard. En 2018, la NASA va envoyer la mission InSight, à bord de laquelle on aura un sismomètre français principalement, une mesure de flux de chaleur, ainsi qu'une expérience de radioscience. Et enfin, en 2020, on aura la mission ExoMars, un petit rover qui sera à la surface de Mars, et une station fixe à bord de laquelle on aura l'instrument LARA, instrument qui nous permettra d'obtenir les variations de l'orientation de la Terre dans l'espace. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans une représentation, une animation 3D. On va envoyer donc depuis la Terre un lien radio en bande X vers un transpondeur cohérent pour ne pas rajouter de phase liée à l'instrumentation. Et ce transpondeur va renvoyer le signal radio vers la Terre et on va mesurer sur Terre avec une énorme précision, avec des masers qui sont des références très stables. On va pouvoir mesurer l'effet Doppler sur le signal radio et dès lors obtenir l'orientation de Mars dans l'espace et répondre à la question du noyau de la Terre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu au tout début. Mars a une précision, des nutations, et en observant les résonances liées à la nutation libre du noyau, on sera capable de répondre à la question: est-ce que Mars est cuite ou non cuite? Est-ce qu'il existe un noyau solide ou liquide à l'intérieur de Mars? Et je pense que c'est ma dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. C'est dommage qu'on n'a pas vu la toupie, mais chacun peut faire l'expérience chez soi. Et, oui. Et puis les œufs cuits et crus, on peut aussi... Il ne vaut mieux pas faire l'expérience. Faites attention quand même de ne pas les faire tomber. Donc, on va passer aux questions. Qui est-ce qui veut démarrer? Moi, j'avais déjà une question. Est-ce que la modélisation maintenant de l'ensemble de la Terre, du noyau et tout ça, elle intervient dans vos études? Vous faites des modèles très détaillés du centre de la planète? Est-ce que c'est important? Oui, c'est extrêmement important. En fait, plus on étudie toutes les parties je dirais, qui interviennent dans la réponse de la Terre à l'attraction de la Lune et du Soleil, plus on aura de précision. Et mieux on pourra comprendre la physique de l'intérieur de la planète. Par exemple, si on a des modèles donnés par les séismologues qui sont plus précis sur la rhéologie et le comportement donc, du matériau de la Terre, évidemment, on a une réponse beaucoup plus précise de la Terre à l'attraction gravitationnelle et donc on peut mieux calculer sa déformation. Et dès lors, on comprendra mieux ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'interface entre le noyau et le manteau. Donc c'est effectivement un ensemble de, je dirais, il faut avancer, il faut mettre des briques un peu partout et puis on arrivera à comprendre ce qui se passe à l'intérieur profond. Mais il n'y a pas que... même des avancées, je dirais même des avancées en laboratoire, des données de matériaux et la manière dont les matériaux réagissent à haute pression et haute température, c'est aussi important pour constituer les modèles de l'intérieur profond. C'est vraiment un domaine interdisciplinaire. Alors, Catherine Césarski d'un côté, puis Vincent Courtillot de l'autre côté. Ensuite, Christian Bordet et Pierre Ancrenaz. Vous faites des calculs en mettant la mécanique des fluides, mais est-ce que vous faites la magnéto-hydrodynamique? Est-ce que vous faites l'effet dynamo? C'est-à-dire vous calculez le champ magnétique. Vous dites qu'il nous faut un champ magnétique beaucoup plus fort que celui qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça sort de là. Pourquoi il nous le faut? Comment vous le savez? Alors,
les mutations qui sont des phénomènes à longue période dans l'espace, c'est des phénomènes diurnes dans la Terre. Donc, ce qui se passe dans le noyau, c'est des phénomènes diurnes. Donc, a priori, les phénomènes diurnes n'interviennent pas sur le long terme de la dynamo et les inversions de la dynamo. Ça, c'est a priori. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on peut se poser des questions. On sait que, grosso modo, le champ magnétique naît avec... il peut naître avec une convection thermique, donc des effets thermiques, c'est la casserole qui bout. Il peut naître, comme c'est le cas sur la Terre, par effet compositionnel, où on a le fer qui précipite pour former la graine, mais on est de plus en plus sûr qu'à l'heure actuelle, la dynamo mélange tout ça, y compris ce qui se passe dans le flux aux échelles diurnes. Et les échelles, qu'elles soient diurnes et longue période, se mélangent. Et donc, effectivement, on ne travaille pas vraiment sur la dynamo, mais on jette un œil sur ce qui se passe, d'une part, et d'autre part, on fait des recherches sur le lien entre un effet de précession à l'intérieur du noyau et le champ magnétique. Et j'ai un étudiant qui travaille sur l'effet de la précession de la graine et l'effet de la précession du noyau sur la dynamo et voir quelle est la conséquence pour le champ magnétique. Donc Vincent Courtillot de ce côté-ci. Merci Véronique pour cet excellent exposé. Je ne me suis pas tenu au courant des derniers développements et je voulais savoir s'il y avait des résultats récents sur le couplage entre la base du manteau et la surface supérieure du noyau fluide. Il y a depuis des décennies des débats sur les couplages possibles entre les deux. Est-ce qu'on a, grâce à ces mesures, des avancées récentes ? Alors, la constante de couplage et sa phase, donc elle est complexe, hein, partie réelle, partie imaginaire. Cette constante de couplage, on vient de la réestimer au départ de l'ensemble des données de VLBI. Et elle est de l'ordre de 1,9 10-5, ça ne vous dit rien. Mais en fait, elle résume l'ensemble des couplages qui existent au niveau de l'interface. On peut éliminer le couplage visqueux, qui a un rôle relativement faible, mais par contre, au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'effet de la topographie, on est de plus en plus persuadé que cet effet topographique peut jouer un rôle. À l'heure actuelle, c'est là où est notre recherche. C'est l'effet du couplage topographique et le lien avec la dynamique du fluide à l'intérieur. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que le couplage, il y a le fluide à l'intérieur et l'énergie qu'on transfère. Évidemment, pour le transférer, il faut le couplage, mais l'énergie doit être là. Donc il faut étudier ce qui se passe au niveau de l'intérieur profond et puis passer cette énergie au niveau du manteau en travaillant sur les couplages. Et là, on a le couplage topographique. Le couplage visqueux, on peut l'oublier. Le couplage électromagnétique, il joue un rôle, la force de Lorentz joue un rôle relativement important. On peut considérer que, en fait, le champ magnétique suit des lignes comme un élastique, et le fait que le noyau ait une nutation libre, ça détend les lignes, l'élastique au niveau de l'interface, et donc on a proche de l'interface, en effet, un couplage relativement important. Alors, vu ce que tu viens de me répondre, est-ce qu'on a une idée sur l'amplitude de la rugosité de cette topographie à la limite manteau-noyau ? Il y a eu des évaluations depuis quelques dizaines d'années. Est-ce qu'on a pu les contraindre mieux ? Alors, ça reste encore une question ouverte. On les contraint de mieux en mieux parce que les sismologues accumulent des données, ont des méthodes d'analyse de plus en plus précises. Donc, en effet, on a une topographie au niveau de l'interface noyau-manteau. Mais avant d'avoir une précision plus importante sur l'interface elle-même, il faudra comprendre mieux ce qui se passe au niveau de la couche dans le manteau inférieur. Il y a une zone où on a des vitesses sismiques très très lentes qu'il faut essayer de comprendre, mettre en évidence. Donc c'est encore je dirais de la science ouverte, c'est encore des questions relativement ouvertes. Christian Bordet, de ce côté. Oui, je voulais savoir si on comprenait le mouvement relatif du pôle nord magnétique et du pôle nord géographique. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une précession du champ magnétique différente de la précession de
planète. Et est-ce qu'on comprend ce mouvement relatif? Alors, on ne comprend pas. On sait que beaucoup de choses, donc le champ magnétique est entièrement lié à ce qui se passe au niveau des vitesses et des flux dans le noyau. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement observer ce champ magnétique et essayer d'en déduire les flux dans le noyau pour contraindre les modèles de dynamo. Ça rejoint un peu la question de Mme Cesarski. En fait, on ne peut pas encore vraiment expliquer des inversions du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est vraiment ce qui se passe dans le noyau, c'est du chaos, c'est de la dynamique des fluides, mais vraiment hyper compliqué. Donc, on essaye, avec les moyens qu'on a, de contraindre les modèles pour justement essayer d'expliquer ces inversions et de prédire, évidemment, l'évolution. Pierre Ancrenaz. Véronique, nous avons eu hier soir une conférence de presse de l'ESA, de la NASA, du CNES, d'une dizaine d'observatoires, montrant qu'on avait des correspondants à des sources d'émissions d'ondes gravitationnelles. Quand on lit les classiques, même si je ne suis pas du tout dans ce domaine, on nous dit que les ondes gravitationnelles sont comparables à des ondes de marée, et on voit bien que les marées terrestres n'ont pas la même action sur la partie solide et la partie liquide. Donc, est-ce qu'on pourrait penser que des modes d'excitation, comme ceux que tu as mentionnés, les modes propres de la Terre, puissent être excités par ces différents phénomènes d'émission d'ondes de gravitation? On a vu que ce qui était annoncé hier était totalement différent de ce qui avait été annoncé les 3 événements précédents avec l'IO. Est-ce que oui. Tu as réfléchi un petit peu à cette... Oui, non, je pense qu'on ne peut absolument pas faire de lien direct entre les marées et les ondes gravitationnelles. Les énergies en jeu sont colossales au niveau des ondes gravitationnelles. Ici, pour les marées, c'est pas énorme. Donc on peut pas faire une loi d'échelle, certainement pas. Donc effectivement, je pense qu'il faut découpler les deux. Mais peut-être plus tard, on reviendra à utiliser des méthodes que nous avons utilisées pour la modélisation des marées dans le domaine des ondes gravitationnelles. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a trop de différences au niveau des énergies pour faire un parallèle. Merci. Françoise Combe, ici. Puisque tu as des effets très très faibles, est-ce qu'il sera possible un jour d'avoir une influence de la planète 9, l'hypothétique planète 9, sur la précession des tests, pour avoir des contraintes? Les contraintes sur les marées, il faudra descendre au micro. Et là, on cherche le millimètre. Mais de toute façon, je pense que la Terre, quand on mesure les marées sur Terre, on a bien sûr les déformations de la Terre, ce qui se passe à l'intérieur, mais à l'heure actuelle, les gravimètres sont en surface, et donc il y a des effets qui sont liés à l'atmosphère, un front de pression qui passe sur le continent, on le voit dans l'enregistrement de marée, on voit dans l'enregistrement de marée, on voit les effets océaniques, on voit les vibrations si on a un instrument qui est proche de l'océan, on voit vraiment les vibrations sur le sol de l'océan, on les voit dans les enregistrements. Donc on devra passer par une modélisation fine des couches fluides extérieures à la Terre avant d'avoir quelque chose de plus fin et de pouvoir intervenir. Donc il faudra s'intéresser d'abord à l'atmosphère et l'océan et essayer d'expliquer. Et on ne sait pas à l'heure actuelle prédire ce qui va se passer au niveau de la pression et de l'océan. Oui, Guylain et puis Ayash. Guylain de Marcy, donc ici à gauche. Merci beaucoup, madame, pour cet excellent exposé et cette clarté en particulier. Je me pose une question sur la nature des modélisations des différentes enveloppes que vous avez présentées, le noyau, le manteau, etc., la croûte. La croûte, à une certaine échelle de temps, est immobile. Si on regarde à l'échelle de la tectonique des plaques, la croûte bouge, et donc pénètre dans le noyau et modifie à la fois le champ de gravité et les propriétés du manteau. Est-ce que vous descendez dans ce genre de détails?
Vous simulez la tectonique des plaques là-dedans? Oui, tout à fait. En fait, on utilise plutôt les données sismiques qui vous montrent les hétérogénéités de masse à l'intérieur du manteau, donc les plaques plongeantes qui descendent à l'intérieur du manteau donnent des hétérogénéités, et ces hétérogénéités changent la réponse de la Terre à l'attraction de la Lune et du Soleil. Donc il faut les prendre en considération. Bien sûr, les échelles de temps sont différentes, donc les variations temporelles, on ne les prend pas en compte, mais la présence de plaques dans le manteau et d'anomalies de masse, il faut les prendre en considération. Mais votre Terre ne bouge pas, autrement dit, à l'échelle de vos calculs, elle est considérée comme géométriquement fixée. Voilà. D'accord. Oui, oui. C'est 200 millions d'années par rapport à du diurne. Donc voilà. Les vitesses des plaques ne sont pas nulles, on arrive à quelques dizaines de centimètres par an. Hein. Oui. Donc ça n'influence pas vos calculs, ça. Ah si, dans ce sens-là, oui. Quand on doit observer l'orientation de la Terre dans l'espace, on doit fixer un système de référence à la Terre et puis regarder la Terre dans l'espace. Pour fixer un système de référence à la Terre, il faut prendre en considération la tectonique des plaques, le mouvement des plaques. Et effectivement, dans les stations VLBI, là, il faut corriger des effets de la vitesse, il faut prendre ça en considération parce qu'effectivement, ça bouge en fonction du temps. Et c'est 10 cm par an. Donc si moi, je veux mesurer du millimètre sur Mars ou du centimètre sur Mars, je dois prendre ça en considération, en effet. Ah oui, oui. Oui, très bonne question. J'aurais dû vous le dire. Nicolas Ayache. Oui, ben moi j'avais une question sur Mars justement. J'ai cru entendre à un moment que vous parliez du champ magnétique sur Mars il y a 4 milliards d'années et je me demandais comment on pouvait avoir des informations aussi anciennes sur le champ magnétique de Mars. Alors Mars, c'est une planète extraordinaire parce que justement il n'y a pas de tectonique des plaques et donc toute son histoire est inscrite à sa surface. Sur Terre, la surface est recyclée. Donc sur Mars, toute son histoire est inscrite. Et donc, on voit des roches qui datent de 4,6 milliards d'années du tout début du système solaire. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, pour comprendre l'évolution du système solaire. Et en effet, quand on regarde les cratères, on compte les cratères, on peut donner une échelle de temps et dire, voilà, cette roche-là, elle date de 4,6 milliards d'années, 4 milliards d'années, 3,5 milliards d'années. Parce qu'il y a eu évidemment des épisodes volcaniques. Donc, il y a des roches jeunes et il y a des roches anciennes. Et ce qu'on voit, c'est que dans les roches anciennes, le champ magnétique l'information a été retenue dans la roche. C'est un champ magnétique rémanent. Donc, en se fossilisant, en se solidifiant, les roches ont gardé en mémoire l'orientation et l'amplitude du champ magnétique. Et donc, les satellites qui sont descendus relativement bas, proches de la surface, ont mesuré que dans les terrains très très anciens, on avait un champ magnétique. Mais à l'heure actuelle, les magnétomètres n'enregistrent plus rien. Donc on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de champ magnétique, mais dans le passé, il y avait un champ magnétique. Mars. Pesanteur, 1/3, oui, c'est sympa, hein, on peut encore se promener. On ne fait pas d'énormes bonds comme sur la Lune. Oui, il y a une atmosphère. Oui. Oui, une question de ce côté-ci. Présentez-vous aussi. Oui, Patrick Moreau, retraité. Dans le passé, ingénieur à l'EDF. J'ai pas bien compris tout à l'heure, vous avez insisté sur l'influence des océans, mais finalement, l'eau sur Terre, il y en a assez peu. Je crois que ça rentre dans un cube de 700 km de côté. Et je ne vois pas... Enfin, ça m'a l'air d'être relativement insignifiant au niveau de la masse totale sur Terre. Oui, au niveau de ce qui se passe en statique. Je veux dire, le pourcentage des océans par rapport à la Terre solide, c'est une chose. Mais au niveau de ce qui se passe dans le domaine temporel, les océans subissent des marées, les marées océaniques. Et en fait, c'est un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure, les marées océaniques, elles sont liées à la bathymétrie. Ce qui se passe, c'est que les bassins océaniques résonnent en fonction de leur forme et leur structure. Et donc, on a des bassins qui résonnent en réponse à l'attraction de la Lune et du Soleil.
Et cette résonance, évidemment, comme elle dépend de la forme et la structure des bassins océaniques, change d'un océan à l'autre. Et il faut prendre ça en considération. Quand on a un enregistrement de marée quelque part sur Terre, on voit des effets océaniques des océans proches, pas évidemment des océans lointains. Mais globalement, les masses et les variations de masse qui entrent en jeu, à ce moment-là, ce sont des variations de masse, eh bien, elles sont importantes, et pour les marées et pour les nutations. Et pour Mars, il n'y a pas d'océan, ce sont des calottes polaires, et là, on a un phénomène de sublimation et de condensation de l'atmosphère dans les calottes polaires et vice-versa. Ce phénomène prend à peu près un quart de l'atmosphère. Alors que l'atmosphère est minuscule, les variations sont énormes. Et les variations de la longueur du jour de Mars sont à peu près identiques aux variations de la longueur du jour de la Terre, tellement ce phénomène est important. Il faut bien voir que ce sont des variations temporelles. Même si l'atmosphère est faible, on a une variation importante. Même si la masse de l'océan par rapport à la masse de la Terre est faible, les variations sont importantes. Très bien, je pense qu'on est arrivé au bout de cette séance. Merci beaucoup. J'aimerais donc remercier Sir Michael, Véronique Déhan et Nicolas Ayache et Annie Cazenave pour leur excellente intervention. Merci à vous tous pour votre participation.